Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons avec Marie Rohaut, responsable du département propriétaire chez France Gallo, comment investir dans les chevaux de course, même si le terme d'investissement n'est peut-être pas le plus approprié sur le sujet. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Laetitia Gabot, économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne, mais aussi Grégoire Nac, directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne, pour la mise à jour donc de l'Observatoire de l'épargne européenne de son indice de performance de l'épargne financière des ménages français. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons avec Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Normanca, à quoi s'attendre en matière de pacte du trail, puisque cela fait partie des évolutions potentielles portées par du projet loi de finances pour 2024. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble comment aborder un investissement ou un placement dans des chevaux de course. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Rohaut. Bonjour Marie Rohaut. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Alors effectivement, on s'est posé la question dans l'émission de l'investissement dans les chevaux de course. Est-ce qu'on peut déjà réellement parler d'investissement? Non, pas tout à fait, non. On a évidemment des histoires belles à raconter et qui existent évidemment, mais il faut absolument savoir que d'avoir des chevaux de course, c'est une dépense, et c'est une dépense passion, c'est une dépense plaisir. Il faut être bien entouré, c'est aussi une expérience humaine, une aventure humaine qui se fait au contact des gens et au contact de l'animal, évidemment. Quand vous dites une dépense, ça veut dire qu'on ne rentabilise pas souvent un placement ou en tout cas une somme d'argent dédiée à l'acquisition d'un cheval de course? On peut le rentabiliser dans certains cas si on fait effectivement des achats assez intelligents, si on est bien entouré, comme je le disais précédemment. Mais il faut aussi savoir que c'est un métier et un sport où il y a des perdants et des gagnants. Mais il y a forcément plus de perdants que de gagnants puisqu'il n'y a qu'un gagnant par course. Donc il faut le faire avec sagesse et on n'a vraiment pas un taux de recouvrement exceptionnel. On a un taux de recouvrement qui existe, qui est de 38%. Mais il faut aussi s'accrocher à la réalité de la chose, qui est avoir du plaisir avec le cheval, l'entourage du cheval, l'entraîneur, le jockey, toute cette expérience, c'est vraiment une formidable passion. Donc on n'y va pas pour faire un coût financier, on y va parce qu'on est passionné de chevaux ou en tout cas de course et qu'on a envie de suivre au quotidien quelque part la vie du cheval. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment aussi une communauté. On a plus de 6000 propriétaires en France. On a aussi entre 9000 et 10 000 chevaux à l'entraînement. Et c'est véritablement intégrer un groupe, une sphère entre le sport, le business aussi, parce qu'on rencontre énormément de gens, on fait énormément de réseaux. Et évidemment, les hospitalités à travers les hippodromes, vivre sa passion et surtout vivre les expériences sur place dans les grandes courses de chevaux. Alors, un mot pour ceux qui nous écoutent. Tout le monde n'est peut-être pas expert du fonctionnement d'une course de chevaux. Comment est-ce qu'on... J'allais dire rentabilise, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, comment est-ce qu'on génère un revenu à partir d'un investissement de départ qui est l'acquisition d'un cheval de course? Oui, alors on peut déjà, en tant que propriétaire, être soit enregistré en tant que propriétaire, en tant que personne physique ou en personne morale. Donc on peut avoir une société qui permet évidemment de récupérer sa TVA. Si on est en personne physique, on va avoir les allocations qui sont donc les gains qui vont être touchés par le cheval, qui sont touchés net d'impôts. D'accord. Donc déjà, et donc les gains, c'est entre guillemets quand on gagne une course, qu'on est premier, deuxième ou troisième, il y a un prix, une dotation associée, et c'est ça les gains. Oui, tout à fait. Souvent dans les courses, c'est rétribué. Enfin, des gains sont attribués de la première à la 5e place. Souvent, on peut pousser jusqu'à la 7e place. Ça dépend évidemment de la condition de la course. Il y a différentes catégories de courses, mais donc c'est par les gains souvent qu'en tant que propriétaire, on arrive à équilibrer entre les dépenses de frais d'entraînement, puisqu'elles sont là tous les mois. Évidemment, un cheval, c'est énormément de soins.
Donc c'est une charge mensuelle. Et il y a évidemment cet achat du cheval qui peut se faire à différents budgets. Parce que ça veut dire, si je comprends bien, que l'acquisition ou l'achat du cheval n'est pas la seule dépense. C'est-à-dire qu'ensuite, effectivement, il s'agit d'un être vivant, il s'agit d'un être vivant entraîné pour faire des courses. Et donc, il faut subvenir aussi à ces dépenses-là avant avant que le cheval fasse des courses. Oui, tout à fait. Il y a un entraîneur donc, à qui on va confier le cheval en tant que propriétaire. Cet entraîneur, il a évidemment une équipe qui autour du cheval qui va le monter tous les jours. Il y a donc la question de la nutrition qui est très importante en tant qu'athlète, que ce soit un athlète cheval ou un athlète humain, qui est très importante. Il y a aussi les frais de vétérinaire, maréchalerie. Donc tous ces frais vont faire qu'on reçoit une facture mensuelle et qui est plus ou moins importante déjà si on vise une écurie en province ou si on vise une écurie à Paris. Et aussi si c'est une écurie de plat, d'obstacles, suivant les disciplines, il y a des coûts qui sont plus ou moins importants. Bon alors donc le message est clair, effectivement, ça ne s'aborde pas comme un investissement classique. Pour autant, est-ce qu'on achète forcément d'ailleurs un cheval quand on a envie de placer un peu d'argent, ou est-ce que vous disiez qu'on pouvait être propriétaire en tant que personne physique ou personne morale, on peut aussi décider de rejoindre une entreprise qui investirait par exemple dans plusieurs chevaux ou qui serait connue pour une bonne gestion, une bonne identification des prochains gagnants? Oui, non, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, c'est pas en ce moment, ça fait plusieurs années, mais il y a vraiment un engouement tout autour de la propriété partagée. Donc la propriété partagée, certains ne savent pas que ça existe dans les courses, mais c'est prendre une part d'un cheval ou prendre une part de plusieurs chevaux. Donc et finalement, c'est étaler les risques en termes de coûts, puisque finalement, certains chevaux vont pouvoir équilibrer avec leurs gains. Donc il y a cette option de propriété partagée. Donc les propriétaires vont être des propriétaires associés. D'accord. Et il y a aussi donc c'est quoi? C'est comme un fonds d'investissement, sauf que derrière, il y a l'acquisition de plusieurs chevaux qui vont réaliser des courses, et il y a plusieurs investisseurs ou plusieurs actionnaires de l'entreprise qui réalisent l'investissement, c'est ça? Alors, propriétaire associé, c'est deux choses différentes. Ça, ce que vous venez de décrire, c'est le Racing Club. D'accord. Donc, c'est l'autre option aussi, qui est en fait une société où on amène son capital, et en fait, cette société va acheter différents chevaux. Donc, cette société va l'acheter, elle va être gérée donc par un racing manager, un manager qui va ensuite acheter différents chevaux. Mais quand on est propriétaire associé, on achète une part d'un seul cheval ou de plusieurs chevaux qu'on choisit. D'accord. C'est un peu comme si on décidait de faire un investissement immobilier à plusieurs ou d'investir dans un fonds immobilier. Oui, les deux sont possibles finalement dans le monde du cheval également. Si on veut limiter ses risques, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas ne pas avoir à supporter seul toutes les charges d'un propriétaire. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on encourage ça pour les novices qui débutent, parce que c'est quelque chose aussi, c'est une aventure humaine. On commence petit à petit et puis on ne prend pas tous les risques d'avoir un cheval en pleine propriété d'un seul coup, et on crée son réseau autour de cela, c'est-à-dire choisir le bon entraîneur, choisir le courtier qui va acheter les chevaux et nous accompagner sur la gestion, c'est très important, et c'est un critère capital pour la longévité dans les courses. Ça coûte combien l'acquisition d'un cheval de course? Alors ça peut dépendre, il y a des ventes aux enchères où l'enchère la moins basse, c'est le prix d'entrée est de 5 000 €. D'accord. Il y a des chevaux qui sont achetés pour des millions, et puis il y a des chevaux qui sont revendus dans des courses à réclamer, donc des courses après laquelle on peut se porter à cœur un cheval. Donc je dirais pas qu'il y ait vraiment un seul prix, et évidemment c'est suivant le budget de chacun. Là on a eu récemment notre meilleur cheval de 3 ans, le meilleur cheval de 3 ans au monde, Ace Impact, a été acheté donc yearling à l'âge de 1 an et demi pour 75 000 €, et aujourd'hui il a gagné 4 millions d'euros de gains. Donc c'est le meilleur. C'est le meilleur cheval qui a gagné donc l'Arc de Triomphe, qui est la plus grande course au monde, qui s'est déroulée le premier week-end d'octobre à Longchamp. Donc en France, on est vraiment une économie et surtout un pays de course très porteur. Donc non, il peut y avoir de très belles histoires, ça en est certain. Mais il n'y a pas que des très belles histoires, rappelons-le quand même pour les gens qui nous écoutent, effectivement. Et alors une question quand même que les gens, que des investisseurs pourraient se poser, ou en tout cas des gens qui voudraient effectuer une acquisition comme celle-là, est-ce qu'on a plus de chances de rentabiliser l'acquisition d'un cheval quand il coûte 75 000 € que quand il en coûte 5, ou au contraire c'est forcément un achat qui doit dépasser plusieurs millions d'euros pour s'assurer qu'on a un cheval gagnant? Non, c'est une très bonne question. Alors je veux dire évidemment le pédigré. Donc le pédigré, c'est donc la lignée du cheval va entrer en compte et va vraiment faire varier le prix. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'un pédigré qui est moindre par rapport à un autre va faire que le cheval est moins bon. Évidemment, plus la famille est bonne, plus il y a de chances. Mais l'éventualité. C'est pas une science exacte. Non, exactement. On a toujours des chevaux qui vont nous surprendre de par la page de pédigré et qui vont nous surprendre et être des champions.
champions. Donc il y a évidemment une barrière de prix pour certains pédigrés où ils sont un peu inaccessibles, mais il y a tout à fait des chevaux de course, très bons chevaux de course qui sont à prix abordable. Merci beaucoup Marie-Rose de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et d'avoir décrypté un petit peu pour nous cet univers d'acquisition de chevaux. Je rappelle que vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur l'indice de performance de l'épargne financière des ménages français pour le second trimestre 2023. Un indice calculé par l'Observatoire de l'épargne européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laetitia Gabot. Tout d'abord, bonjour Laetitia Gabot. Bonjour. Vous êtes économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne. Vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant un petit peu ce que l'on constate sur le second trimestre 2023. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Grégoire Nac. Bonjour Grégoire Nac. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Alors cet indice de performance de l'épargne financière des ménages français, on en a déjà parlé dans l'émission, mais on va quand même rappeler aux gens qui nous écoutent deux choses. Déjà, l'objectif de calculer un indice comme celui-là, et ensuite la méthodologie pour arriver à cet indicateur, Grégoire Nac. Alors, merci. L'objectif, c'est d'avoir un indice de mesure synthétique et globale de la performance du patrimoine financier des ménages français, parce qu'on va souvent parler de l'assurance vie, des différents produits, bien sûr, mais on a rarement cette vision globale. Au final, le ménage français moyen, quelle est la performance de son... Est-ce qu'il gagne ou perd de l'argent sur la période? Voilà. Et par ailleurs, un indice, c'est aussi parfois un benchmark, c'est-à-dire que le ménage individuel qui a gagné 5% sur 3 ans, il peut se dire, tiens, par rapport au ménage lambda, alors ménage lambda... en fait, nous, c'est le ménage typique au niveau macroéconomique de tous les ménages agrégés. C'est peut-être un peu la limite de cet indice, c'est que ça regroupe des types de profils très différents, ouais. Des types de revenus très différents. Et des en même temps, c'est son objectif, c'est les ménages français dans leur globalité. C'est son objectif. Mais on est au début de cet indice et c'est un projet... de place qu'on a lancé avec l'ensemble des membres de l'OE, qui sont les acteurs financiers de la place de Paris. Et donc moi, je pense déjà à il se serait bien d'avoir le même dans les autres pays bien sûr, d'Europe. Oui. Ça n'existe pas aujourd'hui, non, on commence par la France et... Ouais, enfin... Voilà. Avec la même méthodologie, en tout cas, ça n'existe pas aujourd'hui. Et je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais ce qui nous bloque, ce qui est bien en France, c'est qu'on a... la Banque de France fait la distinction dans les produits d'OPCVM ou les produits d'assurance vie entre les supports en euros, supports en unité de compte, les différents types d'OPCVM, ce qui permet de transpariser la détention d'actions à travers les différents produits. Et au final, de regarder ce qui nous intéresse et ce qu'on essaye de présenter de manière assez synthétique dans cet indice, la grande poche produits de taux et la grande poche produits de fonds propres, et de voir qu'est-ce qui contribue. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais alors juste avant, une question générale. Laetitia Gabot, qu'est-ce qu'on constate au second trimestre 2023 en matière de performance de l'épargne financière des ménages français, avec effectivement, tous les garde-fous que nous a donné Grégoire Nac, déjà on réfléchit au global, donc effectivement, après, on ne rentre pas dans le détail des différents revenus. Mais alors, qu'est-ce qu'on constate au global ? Alors, on constate que donc, du coup, il y a une performance globale de 3,79% en nominal. D'accord. Ouais. Mais bon, cette performance, si on prend en compte l'inflation, elle est diminuée parce que l'inflation a beaucoup impacté cette performance. Et donc, elle reste en réelle négative. Mais quand même, depuis 2 trimestres, on constate que cette performance est redevenue positive. C'est-à-dire qu'elle reste négative, mais moins que les 2 trimestres précédents. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Exactement, oui. Voilà. Et notamment sur le dernier trimestre où la performance réelle n'est que de moins 1%. Grégoire Nac, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que il y a eu un changement dans les investissements sur les derniers trimestres, ou que les fonds euros ont plus rapporté ou... Non, alors, la première chose que ça nous dit, c'est l'inflation, c'est nouveau pour beaucoup de... Là, je parlais des différents profils d'épargnants. Depuis 20 ans, on n'a pas eu d'inflation comme ça. Donc, quand on regarde l'indice sur 10 ans, c'est la première fois qu'on a des performances significativement négatives en termes réels à cause de la montée de l'inflation. Et donc, ça, c'est nouveau. Et
malheureusement, les ménages mettent du temps à s'adapter et c'est compliqué pour un ménage d'appréhender cette inflation. La perception qu'il a de l'inflation ou des taux n'est pas forcément la perception réelle. Et donc, paradoxalement, alors que notre indice, pour la première fois depuis 10 ans, est négatif en termes réels, et assez fortement négatif, beaucoup de ménages ont l'impression de enfin gagner de l'argent parce que le livret A est à 3%, alors qu'en fait, ils en perdent plus qu'avant parce que l'inflation est plus élevée et qui mettent du temps. Enfin, ce qu'on voit aussi dans notre indice, c'est que la composition est très, très stable dans le temps. Sur les 10 dernières années, la part fonds propres et produits taux, en gros, il y a 80% de produits de taux et 20% de produits de fonds propres. Ça a peu évolué, donc c'était 84-16% 10 ans avant, mais ça a évolué un peu depuis 5-6 ans, ça reste très stable. Donc ça veut dire que en gros, les investissements réalisés par les ménages français n'évoluent pas, et ce, malgré, par exemple, un contexte, Laetitia Gabot, un contexte inflationniste qui, lui, pour le coup, a été largement documenté depuis un an. Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à leur épargne ont entendu parler de l'impact de la hausse des taux sur le sujet, et pour autant, ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a pas eu de grand mouvement. C'est ça, la composition globale du patrimoine financier reste relativement stable dans le temps, et c'est vrai que les ménages ont du mal à s'adapter. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que justement, l'épargne liquide reste encore fortement prédominante dans le patrimoine total des ménages. Et on arrive, alors effectivement, c'est pas l'objectif de l'indice, mais à avoir quelques clés d'explication là-dessus, ou alors on peut se dire effectivement que comme plus récemment, ça a offert de meilleures performances, ça n'a pas forcément incité les investisseurs à sortir, mais quand on essaye de comprendre ce comportement, qu'est-ce qu'on peut identifier ? En fait, les ménages français restent quand même frileux par rapport au risque. Beaucoup n'aiment pas prendre trop de risques. Et donc, c'est vrai que le livret A et l'assurance vie en euros restent des placements phares, en fait, pour les ménages français. Et notamment, là, le livret A avec un taux à 3%, beaucoup de gens préfèrent investir dans leur livret A, malheureusement. Malgré le fait qu'ils perdent de l'argent, comme le disait Grégoire Nac, par rapport à un taux d'inflation. J'ai sous les yeux, effectivement, un certain nombre de comparatifs que vous avez fait, Laetitia Gabot. Si on compare, par exemple, à un indice action ou un indice obligataire sur une dizaine d'années. Alors là, c'est le CAC 40 que j'ai sous les yeux quand on parle d'indice action. Comment se situe l'épargne financière des Français ? Est-ce que la prudence paie ou au contraire Disons que s'ils avaient investi en actions sur longue période, ils auraient eu une meilleure performance. D'accord, ouais. Voilà. Sachant que vous calculez sur 10 ans, on parle de la performance sur le deuxième trimestre 2023, mais vous étalez ça ensuite sur 10 ans, bien sûr, parce qu'on regarde de l'épargne longue. Oui. Sur longue période, investir en bourse est forcément plus rentable que d'investir sur des produits liquides. Voilà. Mais ça, c'est encore une conception que les ménages français ont du mal à intégrer. Et alors, si on avait été sur un indice obligataire, c'est là où c'est intéressant, puisque là, aujourd'hui, tout le monde parle du retour de l'obligataire, mais si on regarde sur les 10 dernières années, c'est peut-être pas forcément vrai. Voilà, c'est pas forcément vrai. Et si on regarde là, par exemple, l'obligataire, il y a eu la hausse des taux, mais on remarque que quand même la performance a été relativement stable, autour un peu moins d'1%. Voilà. Grégoire Nac, qu'est-ce que ça nous dit, ces comparatifs entre effectivement, la manière dont les Français ont de gérer leur épargne, qui n'a pas l'air de tellement bouger dans le temps, si je comprends un petit peu effectivement ce que vous calculez sur l'indice, et les différentes autres possibilités qui auraient pu leur être offertes sur le même laps de temps. Oui, alors ce que ça nous dit, c'est que l'investisseur particulier, c'est pas un investisseur institutionnel sophistiqué. Et déjà, comprendre l'obligataire, c'est pas facile. Et en fait, quand il investit dans l'obligataire, c'est à travers des produits d'assurance vie. Et pourquoi ? Pour moi, il y a 2 raisons principales. 1, la fiscalité, et 2, la manière dont les produits sont vendus. Et la fiscalité, moi je pense qu'en France c'est très important. Souvent on dit le produit préféré des Français c'est l'assurance vie, mais l'assurance vie pour moi c'est une environneppe fiscale. Bien sûr, après tout dépend ce qu'on met dedans. Oui. Des obligations et des actions, mais donc ça c'est une question d'éducation financière et c'est normal. Enfin on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas familier du sujet
à s'adapter à un environnement économique complexe comme le ferait un investisseur institutionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas du tout, et je pense que par exemple la part des UC augmente petit à petit, que les ménages commencent à prendre conscience du fait que sur le long terme, ce sont les actions qui leur apporteront de l'argent. Bien sûr. Mais c'est notamment aussi, je pense que la loi Pacte en France a eu un impact là-dessus, et les incitations fiscales ont un rôle clé. Est-ce qu'on a, ou Grégoire ou Laetitia, est-ce qu'on a une idée d'une cartographie, une photographie du patrimoine moyen des Français aujourd'hui, des ménages français, entre immobilier détenu en direct, actions détenues en direct, assurance vie, compte titre? On a la capacité d'avoir des ordres de grandeur de ce patrimoine? Oui, c'est quelque chose qu'on suit régulièrement, assez bien. Voilà. Et Laetitia, qui produit le tableau de bord de l'OE qu'on publie chaque trimestre, là aussi, on regarde chaque élément. En gros, sur le patrimoine financier, il y a 45% de liquidité, 40% d'assurance vie et 15% d'actions détenues directement, d'actions cotées détenues directement et indirectement. Dans nos analyses, on a tendance à toujours retirer, nous, les actions non cotées. D'accord, oui. À cause des méthodes de valorisation qui peuvent être incertaines, et du fait que souvent, c'est des entrepreneurs qui détiennent en fait leur outil de travail plus que l'investissement. Et ça pourrait venir fausser l'analyse, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, on préfère retirer. Et ensuite, au patrimoine global, il y a 60% tu me corriges si j'ai faux, 60% de non financiers et 40% de financiers. Bon, et donc on a dit effectivement que ça évoluait pas beaucoup dans le temps. Un mot peut-être pour conclure, Laetitia Gabot, on repasse en positif, même si en réel, face à l'inflation, on reste négatif. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que le mois prochain, alors je sais que effectivement les chiffres le diront de toute façon, que le trimestre prochain, on continue sur une dynamique positive, ou comment est-ce qu'on voit un petit peu la fin de l'année? Alors, là, sur le troisième trimestre, on va bientôt avoir les données, mais toutes ne sont pas encore disponibles. Mais déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu quand même une baisse des marchés actions, notamment du CAC 40. Et donc, ça devrait quand même impacter négativement l'indice, mais peut-être dans une moindre mesure, étant donné que les actions représentent 15% à peu près du patrimoine financier des ménages. Et après, comme le reste relativement stable, on devrait espérer pouvoir rester sur une dynamique un peu positive. Voilà. Grégoire Nac, même question pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut identifier de cet indice ou conclure de cet indice, ou peut-être se projeter un petit peu sur la suite? Je pense que la période qui vient est intéressante parce que, comme je le disais au début, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y a de l'inflation, ce qui n'existait pas avant, et qu'on revient petit à petit à des niveaux plus raisonnables. Mais il y a des taux, quoi. Et ça, je pense que vraiment, pendant 10 ans, même plus, il y avait des taux à zéro. Et donc, l'investisseur, il était forcément passif parce qu'il n'avait pas le choix entre soit ses liquidités ou de prendre du risque sur le marché action. Et donc, je pense qu'on devrait revenir à des performances qui soient plus stables. Mais c'est plus compliqué à comprendre aussi, parce que, comme je disais, le marché obligataire, il faut comprendre les tenants et les aboutissants, et donc c'est pas toujours évident de jouer avec ces différents ingrédients que sont les taux, l'inflation et l'évolution des marchés actions qui restent encore hauts, même s'il y a une petite baisse, on reste encore au-dessus de... On reste sur des niveaux élevés, effectivement. Merci beaucoup, Grégoire Nac, directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne, de nous avoir accompagnés dans l'émission. Merci également Laetitia Gabot, économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble à quoi s'attendre en matière de pacte du trail, en lien évidemment avec les évolutions proposées dans la loi de finances pour 2024. Nous en parlons avec Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Alors, le pacte du trail est au cœur d'un certain nombre de questionnements, ou en tout cas d'amendements au sein de la loi de finances pour 2024. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement en matière d'évolution de ce pacte du trail ? En fait, là, on a déjà un premier amendement qui est venu préciser un certain nombre de points. Parce que le pacte du trail a fait l'objet de pas mal
de rebondissements Bien sûr, ces derniers mois. Et notamment, tout d'abord, donc on a un amendement du gouvernement qui vient préciser la notion d'activité commerciale susceptible d'être éligible à l'exonération partielle, et notamment qui précise que l'exonération partielle n'a pas vocation à s'appliquer aux activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, excluant ainsi les activités de location meublée ou de location d'établissements industriels et commerciaux équipés. Donc ça vient réduire déjà le champ d'application du pacte du trade le jour où on veut transmettre des parts de son entreprise. Exactement, qui avait été ouvert par la jurisprudence en fait. Il y avait un vrai sujet là-dessus. La jurisprudence avait ouvert à ce type d'activité et là, le législateur risque de refermer cette possibilité. Donc ça, c'est un amendement qui a été déposé. Exactement. C'est le seul qui concerne le pacte du trade ? Alors, en fait, on a un seul amendement, mais qui contient plusieurs choses. Donc, ce même amendement précise également la notion, les activités qui sont éligibles, notamment avec les holdings animatrices. D'accord. Ouais. En fait, là-dessus, il n'y a jamais eu trop de sujets, mais une fois de plus, ce n'était pas prévu par la loi. Donc là, on sanctuarise le fait que le pacte du trade puisse s'appliquer à une holding animatrice. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point également, il sanctuarise le fait que pour bénéficier du pacte du trade, la société ne doit pas avoir une activité opérationnelle exclusive, mais seulement principale. Alors, on le savait déjà, bien sûr, et puis il y a eu de la jurisprudence là-dessus également, mais au moins là, ce serait sanctuarisé parce que inscrit dans la loi. Alors, expliquez-nous, quand on réfléchit en matière d'ingénierie patrimoniale ou de gestion de patrimoine, pourquoi faut-il faire attention à une évolution potentielle du pacte du trade ? Alors ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que dans cet amendement, il y a un exposé des motifs. Et à la fin, en fait, le gouvernement dit qu'il est probable qu'il revienne avec une proposition de recentrage de ce dispositif sur les actifs affectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous exercez votre activité opérationnelle dans une société, vous bénéficiez de l'exonération partielle sur la totalité de la valeur de vos titres. Et là, en fait, on est en train de nous expliquer qu'il risquerait d'avoir un recentrage de l'exonération uniquement sur les actifs affectés à l'exploitation. D'accord. Non pas sur la totalité de la valeur des titres de la société. Par exemple, des locaux détenus en propre par une entreprise qui pourraient sortir de l'affectation Exactement. Imaginez le cas, par exemple, d'une entreprise qui, à une époque, avait acquis des locaux. C'était ses locaux d'exploitation. Donc là, il n'y avait aucun sujet. Et puis, il s'avère que, pour les besoins de son activité, elle est obligée de déménager. Elle a pris d'autres locaux, mais elle a conservé ceux-ci, puis elle les donne en location. Donc là, aujourd'hui, ces locaux ne sont plus affectés à son activité. Bien sûr. De fait, il ne pourrait plus bénéficier de l'exonération. Même si ça génère une sorte de revenu complémentaire pour l'entreprise, puisque c'est détenu par l'entreprise, ça pourrait ne plus être pris en compte. Exactement. On ne prendrait en compte que les actifs affectés à l'exploitation. Mais du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le législateur aille un peu plus loin et dire, à partir du moment où on recentre uniquement sur les biens nécessaires à l'activité, déjà, on pourrait négocier une hausse du taux de l'exonération. Bien sûr. Après tout, ce ne serait pas complètement idiot, puisque on serait en concordance avec ce qui se passe dans les États européens, où ça va même jusqu'à l'exonération totale. Donc, sans aller jusque-là, en tout cas, il y a un peu de marge pour, finalement, pourquoi pas réfléchir à une augmentation du taux de l'augmentation. Du taux de l'exonération. Et le deuxième point, c'est de dire, mais après tout, si on exonère les actifs affectés, alors pourquoi pas exonérer également l'immobilier professionnel pour lequel l'entrepreneur n'aurait pas fait le choix de l'inscrire à l'actif de sa société, mais qu'il aurait conservé dans son patrimoine privé. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine Kilici, de nous avoir accompagnés dans l'émission. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.